Bonjour à tous, aujourd'hui dans Micmac je vais vous apprendre un tour de magie avec des cartes. Et puis après on parlera un peu de la théorie des probabilités aussi. Alors pour ce tour plus précisément vous allez avoir besoin de trois choses. Tout d'abord toutes les cartes numérotées de 1 à 6 du jeu de cartes, d'un jeu de cartes absolument classique, ce qui fait donc 24 cartes au total. Ensuite vous allez avoir besoin d'une petite figurine, ici j'ai une petite voiture, ça peut être une petite figurine, un petit pion de n'importe quel jeu que vous trouverez. Et enfin d'un petit bâtonnet comme celui-ci qui va tout simplement servir à marquer la ligne de départ et la ligne d'arrivée du circuit que nous allons construire pour notre petite figurine. Alors pour commencer, vous allez donner le paquet de cartes à mélanger à l'un de vos spectateurs. Le spectateur peut vérifier que les cartes sont totalement normales, ce sont bien les cartes de 1 à 6 d'un paquet de cartes totalement classique, et il va les mélanger pour s'assurer que les cartes ne sont pas dans un ordre préparé à l'avance. Une fois qu'il a fini de mélanger, vous récupérez le paquet de cartes, et avec ce paquet de cartes, vous allez construire le circuit automobile sur lequel va évoluer la petite voiture. Pour ceci, vous allez prendre votre petit bâtonnet, vous allez le disposer sur la table pour faire la ligne de départ, et ensuite vous allez prendre les cartes comme elles viennent, et avec ces cartes comme elles viennent, vous allez construire le circuit. Maintenant que le circuit est construit, je vais faire sur ce morceau de papier une prédiction quant à la carte sur laquelle va tomber la petite voiture quand elle aura terminé son circuit. Alors cette prédiction, je ne vous la montre pas tout de suite, mais évidemment tout à l'heure quand je vous expliquerai le tour, je vous expliquerai comment j'ai fait cette prédiction. Voilà, la prédiction est faite, je la plie pour que personne ne puisse la voir et je la mets au milieu de la table. On n'y touche pas jusqu'à la fin du tour. Bien, maintenant je vous explique comment ça va se passer. La petite voiture va commencer son trajet sur l'une des 6 premières cartes du trajet qui se trouve ici, donc entre le 3 de pique et le 4 de pique. Et ça, c'est l'un de vos spectateurs auquel vous allez demander de choisir sur laquelle de ces 6 cartes il souhaite que la petite voiture commence son trajet. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas savoir à l'avance, c'est vraiment le spectateur qui choisit où la petite voiture commence au départ. Alors imaginons par exemple que le spectateur choisisse de faire débuter la voiture sur le 3 de carreau comme ceci. Une fois que la première carte est choisie, eh bien à chaque tour la voiture va avancer d'autant de cartes que le numéro qui est inscrit sur la carte. Par exemple ici on est sur le 3 de carreau, donc on va avancer de 3 cartes et la petite voiture va faire 1, 2, 3. On se trouve maintenant sur un 4, le 4 de cœur, donc on va faire 1, 2, 3, 4. On se trouve maintenant sur un 6, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis un As, donc 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, et enfin 1, 2, 3, 4, 5. La voiture a maintenant franchi la ligne d'arrivée, donc la voiture s'arrête ici, et elle s'arrête ici sur le 4 de cœur. Et c'est le moment maintenant de regarder la prédiction que j'avais faite tout à l'heure. Il s'agit bien du 4 de cœur. Et évidemment, je vous rappelle que je ne savais pas au moment où j'ai fait la prédiction la case d'où la petite voiture allait partir, donc je ne pouvais pas savoir à l'avance quel allait être son trajet. Bien, alors la question que vous vous posez tous évidemment maintenant, c'est mais comment ça marche? Alors pour comprendre ça, ce que je vous propose, c'est de regarder ce qui se passe si au lieu de prendre une seule petite voiture au départ, on en prend 6. Regardez ce qui se passe si on prend 6 petites voitures et qu'au lieu de les mettre sur une seule case, on en met une sur chacune des 6 cases possibles au départ. Nous allons comme ça pouvoir regarder les 6 trajets possibles qu'aurait pu faire notre petite voiture si on avait choisi une autre carte. Si par exemple elle était partie du 3 de pique ici, c'est le cas de la voiture jaune, eh bien la voiture jaune au début elle aurait fait 1, 2, 3, elle se serait retrouvée sur le 5 de pique. Mais sur le 5 de pique, vous voyez, il y a déjà ici la voiture violette. Donc ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien les voitures jaunes et violettes vont suivre exactement le même chemin. Le coup d'après, elles vont toutes les deux faire 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je suis absolument sûr que à la fin du tour, eh bien, les voitures jaunes et violettes seront sur la même carte. Autrement dit, que l'on parte au début du 3 de pique ou du 5 de pique, eh bien, le résultat sera le même. Regardons ce qui se passe si on regarde les autres petites voitures. Par exemple, ici, celle qui était sur le 3 de carreau. On fait 1, 2, 3. On se retrouve sur la même carte que la voiture orange. Donc la rouge et la orange, de la même façon, se retrouveront forcément au même endroit. Maintenant, si on regarde la verte, on avance de 1 puisqu'on est sur l'As, mais on se retrouve sur le 5 de pique. Et le 5 de pique, on a déjà dit qu'ensuite, si on continue, on fait 1, 2, 3, 4, 5, et bien c'est la même que les voitures jaunes et violettes. On reprend les voitures rouges et oranges, ça fait 4, 1, 2, 3, 4. Et là, les voitures rouges et oranges se retrouvent sur la même carte que la jaune, la violette et la verte. Donc on sait déjà que ces 5 voitures arriveront forcément sur la même case. Regardons maintenant la bleue claire. 1, 2, 3, 4. Elle se trouve donc ici. On reprend les 5 qui sont là. Elles font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles se retrouvent sur l'As ici. Puis celle-ci, 1, 2, 3, 4. Puis celle-ci toujours 1, 2, 3. Celle-ci qui est sur l'As
avance de 1 et se retrouve ici sur le 6 de trèfle. Puis encore 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour se retrouver sur le 2 ici. Celle-ci fait 1, 2, puis As, puis 1, 2, 3, puis As. Celle-ci qui était sur le 2 fait 1, 2. Et là, vous voyez que juste avant de passer la ligne d'arrivée, eh bien, toutes les petites voitures se retrouvent exactement sur la même carte, ce qui fait qu'au moment de franchir la ligne d'arrivée, il leur reste 5 à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Et elles se retrouvent sur le 4 de cœur. Autrement dit, quelle que soit la carte de départ que choisissait le spectateur tout à l'heure, eh bien forcément, la voiture arrivait sur le 4 de cœur. Bien, alors maintenant, la question que vous posez certainement, c'est ok, toutes les petites voitures arrivent sur la même carte qui est le 4 de cœur, mais comment j'ai fait, moi, pour savoir à l'avance, avant même de faire le trajet de la voiture, que la carte sur laquelle allait arriver la voiture, c'était bien le 4 de cœur? Mais en réalité, la réponse, elle est assez simple, c'est que je l'ai calculé au moment où je distribuais les cartes pour former le circuit. Au moment où j'ai construit le circuit, eh bien, j'ai calculé virtuellement sur quelle carte arriverait une petite voiture qui partirait de la première carte, en l'occurrence, ici, du 3 de pique. Qu'est-ce que j'ai fait en distribuant les cartes? Eh bien, j'ai vu que la première carte que je posais, c'était un 3 de pique, et puis en égrénant les cartes suivantes, eh bien j'ai égrené 1, 2, 3, et puis là je vois que j'arrive sur un 5, et donc ensuite j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 dans ma tête, puis j'ai vu que j'arrivais à ce moment-là sur un 6, etc. Et donc en construisant le circuit, eh bien j'ai virtuellement fait le parcours de la petite voiture qui partait de la première carte. La deuxième chose que vous pouvez vous demander en regardant ce tour, c'est mais comment je pouvais être sûr et certain que tous les chemins des petites voitures allaient bien se rassembler sur une seule carte, puisque je vous rappelle que le jeu de cartes a été mélangé au début par le spectateur, donc je ne pouvais pas savoir que les cartes allaient se retrouver dans cet ordre-là. Le chemin suivi par les petites voitures aurait pu être totalement différent. Eh bien c'est là qu'intervient la théorie des probabilités, c'est-à-dire que c'est une question de chance, une question de statistique. Si on prend un jeu de cartes mélangé au hasard, eh bien en réalité il y a 93% de chances pour que le tour fonctionne, 93% de chances pour que la voiture qui va partir de la carte choisie par votre spectateur arrive bien sur la carte que vous avez prédite. Alors vous pouvez toujours penser que 93% c'est pas assez, ça fait toujours environ une chance sur 14 de se tromper, mais si vous voulez augmenter vos chances de réussir, vous pouvez inventer quelques petites variantes du jeu en prenant par exemple des cartes différentes. Si au lieu de prendre des cartes qui sont numérotées de 1 à 6 et puis chaque numéro qui apparaît 4 fois, comme c'est le cas dans un jeu de cartes classique, vous pouvez fabriquer par exemple vos propres cartes et faire par exemple des cartes qui sont numérotées uniquement de 1 à 5 et chaque carte apparaît 5 fois, ce qui vous fait 25 cartes, et avec un jeu comme celui-ci, eh bien vos chances de gagner vont augmenter. Et si ça vous intéresse d'étudier ça un petit peu plus précisément et de regarder quelles sont les probabilités en fonction des cartes que vous choisissez dans votre jeu de départ, eh bien j'ai codé un petit programme que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, il est sur mon site web, vous allez pouvoir y aller, vous lui dites tout simplement quel est le jeu de cartes que vous choisissez, si par exemple vous avez 20 cartes qui sont numérotées toutes de 1 à 5, etc. Vous lui donnez le jeu de cartes que vous avez et il va vous donner quelles sont les probabilités de gagner avec ce jeu de cartes, donc n'hésitez pas à y aller et à vous amuser avec pour comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Voilà pour ce qui est de la pratique, passons maintenant à la théorie, parce que ce tour de cartes que nous venons de voir utilise ce que l'on appelle en théorie des probabilités un phénomène de couplage. Pour comprendre ce qu'est ce phénomène de couplage, prenons un exemple simple et puis on reviendra au tour après. Déjà en mathématiques, qu'est-ce que c'est qu'un couple? Eh bien c'est assez clair, assez transparent comme mot. Un couple, c'est quand on prend deux trucs et puis qu'on les met ensemble. Par exemple, si on veut repérer la position d'un point sur la surface du globe, eh bien cette position va être donnée par deux nombres que sont la latitude et la longitude. Autrement dit, la position d'un point est donnée par le couple formé par ces deux nombres que sont la latitude et la longitude. Dans ce cas-là où il s'agit simplement de nombres, eh bien les choses fonctionnent de façon très simple. Si vous connaissez parfaitement la latitude et parfaitement la longitude, alors il n'y a pas de problème, vous connaissez parfaitement la position. Mais dès qu'on arrive dans la théorie des probabilités, les choses deviennent un peu plus compliquées. Pour comprendre ça, prenons deux objets simples qui permettent de créer du hasard, deux pièces comme ceci, une pièce bleue avec un côté pile et un côté face, et une pièce rouge également avec son côté pile et son côté face. Pour pouvoir connaître parfaitement le fonctionnement d'une pièce, il faut donner ce que l'on appelle sa loi de probabilité. Pour la pièce bleue, si on suppose qu'elle est équilibrée, eh bien sa loi de probabilité est toute simple, il suffit juste de dire qu'il y a 50% de chance pour que la pièce tombe sur pile et 50% de chance pour que la pièce tombe sur face. De la même façon, pour la pièce rouge, si elle est aussi équilibrée, eh bien la loi pour la pièce rouge est la même. Nous avons donc ici la loi de chacune des deux pièces prises isolément, mais on peut maintenant se demander quelle est la loi du couple formé par ces deux pièces. Autrement dit, si je lance ces deux pièces en même temps, quelles sont les configurations possibles et quelle est la probabilité de chacune de ces configurations. Pour ce qui est des configurations possibles, c'est assez simple d'en faire la liste, il y a pile-pile, pile-face, face-pile
et face-face. Autrement dit, si on lance deux pièces, il y a 4 possibilités sur la façon dont elles vont tomber. Si on veut maintenant trouver les probabilités de chacune de ces 4 configurations, eh bien c'est assez simple, les pièces sont parfaitement équilibrées, donc chacune de ces configurations a une chance sur 4 d'arriver, soit 25%. Nous avons donc comme ceci la loi de probabilité du couple formé par ces deux pièces. Jusque-là, il semble n'y avoir aucun problème, mais effaçons ceci et regardons maintenant le couple formé par ces deux pièces-là. Ces deux pièces-là, il y en a toujours une bleue et une rouge, et elles ont toujours chacune un côté pile et un côté face. La différence maintenant, c'est que les deux pièces sont reliées par une barre qui les relie comme ceci, de telle sorte que quand on lance les deux pièces en même temps, eh bien si la rouge tombe sur pile, automatiquement la bleue tombe sur pile également, et si la rouge tombe sur face, eh bien la bleue tombe aussi sur face. Autrement dit, si je veux écrire maintenant la loi de probabilité du couple formé par ces deux pièces-là, eh bien il y a 50% de chance pour que ça tombe sur pile-pile, 50% de chance pour que ça tombe sur face-face, et 0% de chance pour chacune des deux configurations pile-face et face-pile. Vous remarquez donc que la loi de probabilité du couple formé par les deux pièces n'est pas le même que précédemment, alors même que les lois de probabilité de chacune des deux pièces prises isolément est exactement la même. Dans les deux cas, la pièce bleue a toujours 50% de chance de tomber sur pile et 50% de chance de tomber sur face, et idem pour la pièce rouge. Pour ce qui est des deux pièces, je vous ai déjà montré deux exemples de couplage, mais on peut en imaginer des tas, par exemple comme ceci, quand la pièce bleue tombe sur pile, la rouge tombe sur face, et vice versa, mais on peut aussi imaginer des couplages un peu moins rigides, comme par exemple celui-ci, où les deux pièces sont reliées par un élastique, et l'élastique va faire que les deux pièces vont avoir plutôt tendance à tomber sur la même face, c'est-à-dire pile et pile ou face et face, mais elles peuvent quand même varier et tomber sur des faces différentes parce que l'élastique n'est pas totalement rigide. Alors ici, dans les exemples que je vous ai donnés, les couplages étaient extrêmement visibles parce qu'on voyait les liens qui existaient entre les deux pièces. Mais souvent, dans la vie quotidienne, on rencontre des phénomènes aléatoires pour lesquels il existe des couplages, mais pour lesquels le lien de couplage n'est pas si évident que ça. Et souvent, on se laisse avoir par ce phénomène parce que quand le lien de couplage n'est pas si évident que ça, eh bien on a plutôt tendance à s'imaginer que les deux phénomènes aléatoires sont indépendants, autrement dit qu'il n'y a pas de lien spécifiquement entre les deux, comme par exemple c'est le cas pour les deux premières pièces qui ne sont pas reliées. Et c'est précisément ce qui se passe dans le tour que je viens de vous montrer. Les différents chemins que peut emprunter la voiture ne sont pas indépendants. Ils sont couplés de telle manière qu'ils ont de très fortes chances de tomber sur la même carte à la fin. Mais comme ce couplage n'est pas si évident que ça à détecter, eh bien notre cerveau se laisse avoir et a tendance intuitivement à considérer que les différents chemins sont indépendants les uns des autres, ce qui n'est pas le cas, et c'est cette illusion qui fait que le tour de magie réussit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de gens, c'est comme ça que les vidéos vivent. Avant de nous quitter, je voulais également dire bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent récemment parce que la dernière vidéo sur les tables de multiplication a eu un succès fou. Déjà plus de 350 000 vues et vous êtes plus de 30 000 à vous être abonnés à la chaîne dans le dernier mois, donc bienvenue à vous tous. Pour terminer, je voulais également adresser un merci tout particulier à mes tipeurs. Vous êtes maintenant plus de 100 à soutenir Micmath sur Tipeee. C'est grâce à vous que je peux commencer à acheter un peu du nouveau matériel pour augmenter la qualité des vidéos, notamment le micro-cravate que vous aurez certainement vu apparaître dans cette vidéo. C'est la première fois que je l'utilise et ça commence à me permettre à faire aussi des tests de vidéos en extérieur comme vous avez vu la première partie de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tests, je compte continuer à en faire de toute façon dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins? Dites-le moi et puis comme ça je vais continuer à m'améliorer. Donc merci à tous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le matériel que j'ai acheté, j'ai publié une news sur Tipeee, donc le lien est dans la description de la vidéo. En attendant, moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.